je suis obligé de les supprimer. Je suis obligé de supprimer 24% des abonnés. Voilà, franchement, c'est eux, ils m'obligent. Je leur ai laissé une chance. Je leur ai laissé une chance de voter. J'aurais toléré 4%. 4%, j'aurais toléré. Pas 24%. Moi, je pense que... Moi, c'est un complot. Ça peut être que ça. Salut les disciples de la boxe, on va revenir sur le dernier combat de Jem Munguia qui a rencontré Inoue. Il y a un abonné qui a laissé un super commentaire, donc en fait je vais vous le lire et je vais argumenter sur ses arguments à lui. Suite à ça, on va faire un petit point sur les poids super Walter et on va parler de notre français Michel Soro qui, vous allez voir, est très bien classé. Alors, c'est Thomas qui nous dit: je viens de mater le combat Munguia contre Inoue. Et donc, par rapport à la réponse que je lui avais faite, que le japonais était solide. C'est limité techniquement, mais c'est un robot programmé en marche avant. Munguia, je suis déçu, je le pensais plus puissant. On parle de lui dans les médias contre Golovkin ou Canelo, mais honnêtement, pas le même calibre de puissance. C'est trompeur. Est-ce le japonais très costaud physiquement, c'est certain, ou Munguia en manque de puissance? Là est la question. Surtout à ce niveau, et cette intensité, Inoue ne l'a pas lâché. Munguia fluide, technique gestuelle du boxeur parfait, coup au corps, à la face, jamais forcé, toujours varié. Mais Inoue, limité techniquement, lui a tenu tête, comme quoi le physique c'est important, surtout avec cette différence de taille. Chapeau Inoue, ne pas se fier au pointage qui ne reflète pas le combat, il donne l'impression d'un combat déséquilibré, or ce ne fut pas le cas. Toujours le problème des rounds serrés, il suffit de toujours les attribuer au même boxeur et le pointage marque un différentiel énorme. Très beau combat de Inoue, très vaillant. Alors, je suis d'accord avec toi sur quasiment tous les points, hein, mais on va titiller un peu, on va chercher la petite bête. On a une très belle performance d'un Inoue qui est assez loin dans les classements, on va le voir tout à l'heure, et qui rencontre l'un des tops de la KT. On va comparer entre le tableau BoxRec et le tableau Ring, qui sont un peu les deux références qu'on a, et Munguia, c'est le top de la KT. Et là, on a un Inoue qui, on le voit tout de suite, hein, dès les premiers échanges, a quasi zéro technique. Voilà. Sa stratégie est simple, c'était placer son bras arrière avec un coup qui est très large, une sorte de droite en crosse comme ça, pour passer au-dessus de la garde de Jem Munguia, pour le surprendre, même si c'est pas un coup qui est très surprenant, mais c'est un coup, quand il touche, il fait mouche. Et voilà, c'était un peu sa seule stratégie. Quand on regarde l'ensemble du combat, tous les rounds se ressemblent. Quand on dit que le japonais était solide, à aucun moment il n'est vraiment ébranlé, vraiment touché, vraiment au bord du chaos. Il n'est pas débordé non plus. Donc sa stratégie est simple, c'est d'avancer. Il avance avec les mains bien hautes et il tente des coups larges le plus efficace possible. Il n'y a pas vraiment de travail avec le bras avant, il n'y a pas vraiment de combinaison, c'est pas très varié, c'est un peu toujours la même chose, mais il prend sa chance. Quand il est proche, tout ça, il prend sa chance, il donne un maximum de coups, il essaie de faire un maximum de coups. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'a pas vraiment pris beaucoup de coups de plein fouet. Il n'y a pas tant de coups que ça qui sont passés à travers sa garde. Donc il est solide, mais en même temps, on ne l'a pas vraiment mis à rude épreuve au niveau de son menton. Il a su assez bien se défendre. Sa défense, elle était simple, sa défense c'était l'attaque. C'était avancer en tortue et attaquer au maximum pour étouffer la boxe de Jem. Alors, d'un autre côté, on a un Jem Munguia, comme tu l'as très bien dit, qui a travaillé sa boxe. Il n'a pas cherché le coup dur. On dit souvent que quand on cherche le coup dur, il vient pas. Lui, il a travaillé. Par contre, il a cherché à lui faire mal en bas. Il travaillait vraiment ses coups au corps. En fait, ce combat-là, c'est une leçon au niveau des comment placer les coups au corps. Alors, il le donnait avec une certaine facilité. C'est pour ça que je reviendrai juste sur un point que tu dis en parlant d'un beau combat et qu'on pourrait croire qu'il était déséquilibré. Il y avait quand même bien 2 classes d'écart entre les deux et on l'a senti. On a un boxeur qui est dans le top 20 face à un boxeur qui est dans le top 3 et
ça s'est vu clairement lors de ce combat-là. Alors, ce qui était intéressant et ce qui rendait le combat attractif, c'est que le japonais ne cessait d'avancer. Il n'a jamais eu de coup de mou de tout le combat. Et donc ça a fait que on était avec lui, on le trouvait brave et c'était excitant de voir ça. Mais en réalité, pour moi, il y avait largement 2 classes d'écart entre les deux. Là, ce qu'il a fait, Jim Munguia, c'était très beau à voir. Après, oui, il y a ce côté où on peut se dire « Ah mais c'est bizarre, il l'a pas couché ». Alors, si c'était si simple que ça de coucher un mec, ça se serait. Même Mike Tyson, à sa grande époque, a fini par faire un combat qui allait au bout. Et les mecs contre qui il est allé au bout, ce ne sont pas devenus des légendes après dans la boxe. On les a oubliés, ces gars-là. On se rappelle juste qu'ils ont été les gars qui ont tenu les 10 rounds, parce qu'avant qu'il fasse son championnat du monde, il faisait 10 rounds. Je suis un peu dur avec eux. Certaines personnes qui ont vraiment une culture extraordinaire vont me dire « Oui, non, ils ont fait encore ça comme combat après, ils ont eu une chance mondiale. » D'accord. Mais je veux juste quand même rappeler que ça peut arriver des combats où on n'arrive pas à mettre le mec KO parce qu'en face, on a un gars qui fait un beau combat. C'est toujours une question d'opposition à un beau combat de boxe. Et c'est ce qui a rendu ce combat-là beau. Mais on n'a pas eu un niveau extraordinaire et il y avait une différence de classe. Donc pour moi, l'argument de dire que comme il n'a pas couché Inoue, il ne peut pas affronter un boxeur comme Golovkin ou Canelo, pour moi c'est pas valable. On peut se dire, ok, il y a des choses qu'il faut qu'il travaille. Par exemple là, il cherchait tellement le coup au corps qu'il n'y avait pas de surprise. C'est-à-dire que le japonais le prenait quasiment tout le temps, il l'a jamais paré avec son coude, il l'a jamais esquivé avec un pas de recul, jamais. Il le prenait, mais il pouvait l'anticiper mentalement, mieux l'encaisser en le voyant arriver, même si ça fait toujours mal un coup au corps. Il était très solide ce japonais, vous voyez sa musculature, on va en parler de ça aussi. C'est très rare de voir des japonais dans ces catégories-là. Déjà les super welter c'est haut pour les japonais qui se mettent à la boxe, les gros gabarits, vous savez c'est toujours une question de culture et dans le sport, les gros gabarits vont se tourner vers d'autres sports, comme notamment le judo, qui est, voilà, là-bas, c'est le sport national, hein. Donc ils vont plutôt se tourner vers le judo, ou encore les sumotori, mais c'est encore autre chose que la boxe anglaise, et la boxe anglaise va plutôt être réservée aux petites catégories, aux petits gabarits, voilà c'est ça que je voulais dire, aux petits gabarits, et déjà un Inoue c'est un boxeur costaud. C'est un boxeur costaud et on a pu le voir. En plus c'est un boxeur qui privilégie la prise de muscles, donc c'est plus lourd sur la balance qu'un boxeur un peu gras, à même proportion, à même physique. Le muscle est un peu plus lourd que la graisse, alors qu'il pourrait avoir tendance à chercher bien 2 KT en dessous. S'il pouvait fondre au niveau de sa masse musculaire, il pourrait passer 2 KT en dessous. C'est pas vraiment le débat de la vidéo, mais c'était intéressant d'en parler quand même, pour montrer que le japonais, déjà c'est étonnant de le voir à ce niveau-là. Ça n'a rien changé au fait qu'il a été très solide. Alors, peut-être qu'il manque un peu de puissance, du fait qu'il est, à mon avis, dans une catégorie un peu forcée. C'est pas une catégorie naturelle, je pense, pour lui. Donc, mais il était très bien, hein, vraiment, il a fait son combat. En fait, il a été brave, il a été à l'honneur, il a été courageux, et il a tenu 12 rounds contre l'un des meilleurs boxeurs de cette caté. C'est un honneur, vraiment. Il a rendu honneur à son pays. Voilà. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Bref, c'est mon côté de la France qui me rend un peu... patriote, tu vois. Mais bon, bref. Et donc voilà, leçon de coup au corps. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu varies pas assez, par exemple en allant chercher en haut, puis en bas, avec des préparations d'attaque, et en envoyant que des coups au corps comme ça, direct, tu surprends pas ton adversaire et tu as moins de chances de le coucher. Là encore. Donc, quelque part, c'est comme s'il s'amusait à le marteler au corps pour l'user, ce qui n'a pas été efficace, parce que ça lui a pas coupé les jambes non plus. Mais il faudrait un peu plus. Alors, je ne vais pas donner des leçons à Jim Munguia, qui est un super boxeur. Hein. Je le redis vraiment ce qu'il a fait, moi, là, au niveau de la gestion de son adversaire. Parce que c'est pas un adversaire facile à boxer. C'était très bien. Mais ça, on pourrait être, si on est un peu pointilleux, on pourrait aller chercher la petite bête là-dessus. Et c'est pas un adversaire facile à boxer parce que les gars qui sont pas très techniques, mais courageux, qui avancent, qui te marchent dessus, ils sont chiants à boxer. Ils sont chiants à boxer parce que, bon, lui, pour le coup, tu savais à peu près ce qu'il allait faire, mais quand tu as un rouleau compresseur comme ça, c'est terriblement pénible à boxer ces boxeurs-là,
Et ils peuvent être très vite problématiques. Quand tu es un boxeur vraiment technique, parce que quand tu as vraiment des codes de la boxe, que tu as appris et réappris, quand tu as un mec comme ça qui casse tes codes, eh ben, il faut sur le ring vraiment apprendre à gérer ça. Et James Munguia, il n'a pas du tout paniqué, il a fait son combat, tranquille, il a géré. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il y avait vraiment 2 classes d'écart. Mais vraiment, 2 classes d'écart. Avant de parler d'un James Munguia contre Canelo Golovkin, on avait beaucoup parlé de ça au moment où Canelo avait dû annuler son combat contre Golovkin et on parlait de lui comme remplaçant. Moi, c'est surtout à ce moment-là que j'ai beaucoup entendu parler de lui. Et en réalité, c'est le premier combat où vraiment j'analyse sa boxe. Vraiment, ouais, je me pose et je regarde comment il boxe. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de lui à ce moment-là, beaucoup. Hormis ce moment où ça a vraiment fait le buzz, on n'en parle pas tant que ça, parce que c'était un Mexicain qui remplaçait un Mexicain, donc voilà pourquoi on parlait de lui. Et monter d'une KT, c'est pas trop compliqué. C'est vrai que ça risque d'être difficile contre un Golovkin ou un Canelo. Notamment en termes de... J'ai trouvé en termes de vitesse, peut-être que contre un Canelo, là, ça risquerait d'être difficile. Mais c'est à voir, franchement c'est à voir. Il a quand même un physique très atypique, un vrai physique de boxeur avec des longs bras, donc à voir. En plus, il peut se permettre de prendre un petit peu de musculature s'il monte, à voir. Bref, maintenant on va faire un petit point sur les super Walter et on va parler de notre cher Michel Soro. Et si je vous en parle, c'est tout simplement que, en allant faire un petit peu des recherches sur les super Walter, donc du côté de Box Rec, James Munguia est classé numéro 1 de cette catégorie, les super Walter. Ensuite, on a Jarrett Hurd, Lara, Kell Brook. Bon, déjà, on va se baser sur ce top 4, Tony Harrison et enfin Jermell Charlo. Alors, je les trouve un peu durs. Bon, Tony Harrison, ils l'ont mis là parce qu'il a battu Jermell Charlo. Je pense qu'après cette vidéo, je vais directement enchaîner sur ce fameux combat entre Jermell Charlo et Tony Harrison rapidement parce que il faut en parler. Et j'ai pas envie le faire là maintenant. Mais c'est un peu dur, parce que je trouve que la défaite, elle est limite. Donc le mettre là, devant, je suis pas d'accord. Mais bon, voilà. Bon, après, on a Castagno, on a Julian Williams, et on a Michel Soro en 9e, et Liam Smith en 10e. Ce qui est quand même intéressant, c'est que là, on a Michel Soro en 9e position. Donc on a un Français dans le top 10. Inoue a eu sa chance. Inoue, il est même pas top 20. Inoue, pour vous dire, Inoue aujourd'hui, bon alors c'est après la défaite, hein, mais il est classé juste après Cédric Vitu sur BoxRec. Donc, vous voyez, il est 24e aujourd'hui. Pour comparer du coup avec Ring TV, qui est quand même voilà, notre référence, on a Jarrett Hurd en numéro 1. Là, je suis plus d'accord avec ça. Lara qui met en numéro 2. James Munguia. Tony Harrison en 4. Jermell Charlo en 5. Donc, on se retrouve à peu près. Hein. La différence va être, en fait, on se retrouve à peu près. Soro, juste, il est 7ème, donc il est mieux placé. Et par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Austin Trout, ou Trout, Austin Trout qui est en 10ème position. Alors là, je suis quand même assez étonné de le voir ici, de le voir encore si haut. Après, bon voilà, c'est le classement de Ring TV, je ne me permets pas de le remettre en question. Mais, du coup, quand j'ai regardé ça, quand j'ai vu Michel Soro aussi bien classé dans les deux, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, à savoir que les champions actuels, Tony Harrison qui a récupéré la ceinture WBC qui était détenue par Jermell Charlo. On a Jarrett Hurd qui a 2 ceintures. On a James Munguia, donc champion de WBO. On sait que Soro, il est plutôt classé et bien vu dans la ceinture WBA, qui a même créé une ceinture pour lui. Alors, il y a plus de chances qu'il rencontre le vainqueur de Lara contre Castagno. Ça serait intéressant, mais je me suis dit, pourquoi pas. Quitte à parler de James Munguia, autant parler à un Français qui pourrait le rencontrer. Donc, ce serait pas illogique, ce serait pas dégueulasse, et pour moi, Soro, il peut tenir tête à James Munguia. On a vu ce qu'a fait Inoue, on a vu un peu ce qui pouvait poser problème à ce boxeur, parce que même s'il y avait 2 classes d'écart, ça permet de voir ce qui l'a gêné, ce qui l'a dérangé, ce qui a fait que
il a pu par moments être un petit peu étouffé dans sa boxe, même si j'ai trouvé qu'il a largement contrôlé ce combat, contrairement à Adrien Bronner. Lui peut dire « j'ai contrôlé le combat », là c'est le cas de le dire. Après, Soro, il a une boxe qui se rapproche de Jermell Charlo. Dans son style, dans son attitude, dans sa tactique de combat, ça se rapproche beaucoup de la boxe d'un Jermell Charlo. Donc il faut voir contre un Jen Munguia ce que ça peut donner. Voilà, je voulais terminer par ça. En tout cas, moi, c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup à voir. Dites-moi contre qui vous aimeriez voir Michel Soro, contre l'un de ces champions-là. Mais moi, contre Jen Munguia, ça me déplairait pas. Et je vais enchaîner tout de suite avec une vidéo sur Jermell Charlo et Tony Harrison.